La Russie a bouleversé le début du XXe siècle avec deux révolutions. L'une était politique, la seconde était cinématographique. J'ai vécu cette révolution politique. Grâce à elle, nous avons réinventé le cinéma. Nous avons créé des images de fiction, libres de toute contrainte. Je suis devenue actrice. Et ces films extraordinaires sont les 1000 facettes de ma mémoire, de notre mémoire. Ils révèlent la réalité de notre monde. L'idée vous semble folle? Et pourtant, en brassant les images de ces films, je vais vous conter ces jours de passion. Cette histoire prend racine en 1910. Un jeune garçon de 11 ans, Lev Kuleshov, rêve lui aussi de l'avenir, les yeux levés vers le ciel. Ils nous ont dit que la comète de Halley doit couper l'orbite terrestre. Selon les astronomes, la rencontre des deux corps célestes est inévitable. La queue de la comète transporte un gaz délétère qui tue tout ce qui vit. Ça m'excite et ça me bouleverse. La Russie se prépare à la fin du monde. Demain. Oui, demain arrivera quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Quelque chose de nouveau, d'imprévu et d'inconnu. J'en serai le témoin et l'acteur. Mais en ce 19 mai 1910, le rayon de la mort passe bien loin de la Terre, laissant la Russie indemne pour l'instant. Le jeune garçon grandit. Lev Kuleshov quitte sa province et rejoint Moscou. Nous sommes en 1916 et depuis 2 ans, c'est la guerre, une guerre mondiale pour la première fois. Je n'ai que 17 ans. Un producteur m'a repéré à l'école de peinture. Je dois faire les décors pour le film d'un réalisateur célèbre. Je crée la chambre à coucher d'une jeune fille malade. Pour souligner son état, je place de grandes colonnes blanches et un énorme lit rococo. Pour le premier plan, je veux un amour en bois doré, que je paie de ma poche. Mais le résultat à l'écran est mauvais, incompréhensible et inexpressif. Pendant le tournage, le réalisateur se casse la jambe et l'un des acteurs tombe malade. Kuleshov accepte de jouer le rôle du jeune artiste, amoureux malheureux et conduit par la jeune femme à la santé fragile. La guerre s'éternise, la famine meurtrit l'Empire. La révolte gronde. Le tsar ordonne de tirer sur la foule à Pétrograd. En février 1917, le tsar est arrêté. Dans la confusion de ces premiers jours, personne n'a pensé à filmer quoi que ce soit. Maintenant, il est temps de sortir dans les rues. Nous vivons des jours d'espoir. La censure est enterrée. Le cinéma va pouvoir exprimer son génie propre. Nous accueillons la révolution avec joie. Sous les couronnes d'épines des révolutions s'avance l'année 1917. Les colonnes majestueuses et les façades austères s'écroulent en décors de carton-pâte. Le poète Maïakovski est notre idole. C'est la voix de tous les jeunes artistes qui rêvent de changement. Solidement campé sur ses jambes, Maïakovski couvre de sa voix puissante les vociférations et le tumulte de la bataille. Faut-il se rallier à la révolution ou non? La question ne se pose pas pour moi. C'est ma révolution. Je me rends au quartier général, je travaille à tout ce qui se présente. Je veux faire un art socialiste. On me répond que c'est avoir les yeux plus gros que le ventre. Je pense tout de même qu'il sous-estime mon ventre. Le poète Maïakovski, comme le décorateur Kuleshov, rêve de cinéma. Mais le cinéma de papa ne rêve pas de révolution. Les professionnels, sclérosés et conservateurs, prennent peur. Je sais qu'un réalisateur et son producteur se sont terrés 7 jours dans un sous-sol
avant de fuir déguisés en costume de scène et d'embarquer dans les trains bondés qui filent en un voyage interminable vers le sud, hors de l'emprise des bolcheviks, emportant dans leur malles le matériel de tournage et la précieuse pellicule vierge. En cette année 1918, notre jeune État soviétique pressent l'importance de ce cinématographe qui fait vibrer les foules, mais absorbé par la guerre civile, il est incapable de s'en occuper. Nous écoutons le président de ce énième nouveau comité chargé du cinéma. En parlant pendant 1 heure, il aurait sans doute endormi un tigre enragé. Je prends la parole. Pourquoi avez-vous engagé des gens qui ne sont même pas capables de reconnaître un film négatif d'un film positif? Ils sauront bientôt le faire. Patience, camarades, patience. Et par-dessus tout, ordre et organisation. Nous construisons un nouveau monde. Maïakovski n'a aucune patience. Il sollicite les rares producteurs privés encore présents. Il propose des scénarios. L'histoire d'un artiste amoureux d'une ballerine de fiction qui sort de l'écran de cinéma pour le rejoindre. L'histoire d'un voyou amoureux d'une institutrice. Non content de proposer et d'écrire, il joue les rôles principaux, exhibant le personnage Maïakovski pris dans le décor de la vie réelle. Chez le poète, le naturel même semble surnaturel. La direction du studio mutile mes scénarios sans la moindre vergogne. Metteurs en scène, décorateurs, acteurs, tous s'ingénient à dépouiller mes œuvres de toute valeur. Je joue des coudes à travers les haines, les paperasses et la stupidité. Maïakovski est partout. Comme un chef de patrouille, il fait le tour de ces jeunes sentinelles, vérifiant si tous ceux qui défendent l'art révolutionnaire sont bien à leur poste. C'est un lutteur farouche et redouté. Nous l'adulons. Chemise jaune canari, longue canne, voix basse et puissante, il lance ses premiers ordres à l'armée de l'art. Il pousse l'État à créer sa propre société de production de cinématographes. Koulitchev rejoint le cri. Il hurle la nécessité d'une école pour cet art naissant. L'école est créée, mais les professionnels ont déserté en nombre. Il n'y a presque plus de matériel et la pellicule manque cruellement. La guerre civile dévore tout. À peine Koulitchev intègre-t-il l'école qu'il est envoyé sur le front. Je descends dans la tranchée et j'explique aux soldats de garde que nous sommes venus, l'opérateur Édouard Tissé et moi, pour tourner un film sur l'Oural libéré, que nous avons besoin d'informations, ainsi que d'un laissez-passer. Nous trimballons cette caméra debris qui pèse des dizaines de kilos et nous réussissons à filmer 30 explosions d'obus qui nous étaient destinées, sous les yeux médusés des soldats de la tranchée qui sifflent face à notre inconscience du danger. C'est la confusion. Le front se rapproche de Pétrograd, obligeant à transférer la capitale à Moscou. Notre armée, l'armée rouge, affronte les Blancs, fidèles au tsar ou au gouvernement provisoire, mais aussi les puissances étrangères, américains, japonais, français, qui l'attaquent à l'ouest comme à l'est, sans oublier les nationalistes, anarchistes et cosaques ukrainiens qui font sécession. De retour à Moscou, Koulitchev a soif d'action. Il ne peut s'astreindre à écouter les quelques réalisateurs poussiéreux qui enseignent dans la nouvelle école d'État. Dans la salle de montage, tous me regardent couper et assembler des petits bouts d'images et je les entends parler à voix basse du gaspillage de pellicules et du morcellement qui en résulte. Il se livre dans son coin à une expérience de montage. Le visage d'un acteur, neutre, toujours le même, alternant avec l'image d'une table couverte de nourriture, l'image d'un enfant ensanglanté gisant sur le sol, l'image d'un couple tendrement enlacé. La succession d'images fait naître l'émotion. Appétit, tristesse, désir. Aucun d'entre nous n'en sait encore l'importance,
Mais Kuleshov vient d'inventer le montage. Plus besoin d'acteurs, il en est sûr. Des modèles aux gestes précis suffisent. Pour tester sa découverte, le jeune réalisateur enrôle des élèves recalés. L'atelier Kuleshov naît dans l'enthousiasme. Le maître a 20 ans. Pour former les modèles, nous mettons sur pied une série de petites pièces qui comprennent des changements rapides, comme ceux qu'on obtient par le montage. Sans filmer, nous apprenons à filmer. Et pourquoi ne filmons-nous pas? Parce qu'il n'y a pas de pellicule. Je ne suis pas encore actrice. Juste une adolescente plongée dans l'ardeur artistique de la Révolution. Je passe à l'atelier et j'observe inlassablement cette équipe infatigable de décorateurs, réalisateurs, artistes, savants, danseurs, acrobates et musiciens. Le spectacle est irréprochable de tous ces mouvements. Rien n'est fortuit. Tout m'impressionne. Et tout est dirigé par la volonté du réalisateur Kuleshov. La foi en un art d'un style nouveau. On filme sans pellicule, les gens ont froid et faim. Ils travaillent et croient ce qu'ils font. L'armée rouge, notre armée, a vaincu. La guerre civile est terminée. Le communisme de guerre s'achève. En cette année 1923, le pays s'ouvre. Les hommes d'affaires sortent du bois où ils s'étaient tenus cachés depuis 5 ans. Mais le temps des vaches maigres est terminé. L'État ouvre son premier studio et invite ces jeunes mordus de cinéma à montrer ce qu'ils peuvent faire du précieux film vierge qui vient d'être importé. Aucune consigne, aucune directive. La petite troupe se voit confier les clés de la maison en toute liberté. Kuleshov juge qu'une comédie est la plus apte à démontrer les notions acquises pendant les 3 ans d'atelier. Les extraordinaires aventures de Mr. West au pays des bolcheviks, ou l'histoire d'un Américain en visite en URSS, berné par des escrocs qui se jouent de cette erreur anti-bolchevique. Une seule prise par plan, une efficacité faite de polyvalence artisanale, jeux, cascades, décors, costumes, accessoires, montage, tirage, développement est un de sépia dans la baignoire. J'ai assisté hier à la projection de Mr. West. Le résultat m'électrise. Le visage de Koklova me fascine. Elle observe la technique de Kuleshov à la perfection. Chacun de ses gestes est à la fois si habile et si naturel qu'il donne une impression de nouveauté et d'originalité dont sont loin tous les films que j'ai eu l'occasion de voir. Je veux être actrice. J'en suis maintenant certaine. Koklova est l'élève et la compagne de Kuleshov. Elle est aussi la monteuse du film. À ses côtés, nous découvrons Pudovkin, un jeune chimiste, co-auteur du scénario et décorateur. Barnett, l'indispensable cow-boy, un jeune boxeur qui donne des cours à l'atelier. Komarov, ancien professeur d'éducation physique à l'école militaire. Fogel, élégant acrobate et monteur du film lui aussi. Le film se termine bien. Mr. West est délivré de ses geôliers et découvre notre brillante réalité soviétique. Le film est un succès populaire et critique. Mais la presse proche du parti brocarde. Leur Mr. West est né en Amérique. Qu'est-ce qui l'a poussé à émigrer en URSS? Le manque d'imagination du camarade Kuleshov. Son amerloquisme cinématographique et, c'est évident, une entreprise vouée à l'échec. Mais peu importe les commentaires de quelques bolcheviks grognons et rigoristes. La liberté de création est totale, presque vertigineuse.
personne ne contrôle ces enfants turbulents. Un vénérable réalisateur vient lui aussi se frotter aux films de genre. Yakov Protazanov, qui avait fui au moment de la Révolution, rentre au pays après 7 ans d'exil et nous propose, appuyé par une publicité tapageuse, une comédie de science-fiction dans laquelle un soldat de l'armée rouge, après avoir tué sa femme, exporte la révolution sur Mars. Kouletchov ne pardonne pas sa désertion au vieux réalisateur. La jeune génération de cinéastes n'a que mépris pour l'ancienne. Le vénérable Protazanov a visiblement décidé de renier ses procédés de jadis, mais n'a rien à offrir en échange. Les élèves de l'atelier Kouletchov se dispersent et cherchent leur propre voie. Boris Barnett, le boxeur, vole de ses propres ailes rejoindre une société de production privée et réalise une comédie. La jeune fille au carton à chapeau, pour répondre à une commande censée faire la promotion du premier emprunt d'État. La jeune fille confectionne des chapeaux à domicile et les livre à Moscou où elle rencontre un jeune homme arrivé de province qui erre à la recherche d'un logis. L'action se passe dans une chambre vide. Tous les meubles, tous les objets ont été emportés par le propriétaire qui sous-loue la chambre. Seuls 2 acteurs, le crachoir, le carton à chapeau. Nous avons découvert qu'on peut construire une scène sans le montage, mais par la mise en scène elle-même. Les objets superflus ne détournant pas l'attention, le plan général nous suffit. C'est mon premier travail personnel, et l'enjeu de ce travail, c'est l'acteur. Entre ces personnages, il déploie une délicatesse et une poésie désarmantes. Il retient les enseignements de son maître Kouletchov, le dépouillement, mais rejette ses théories de l'acteur et du montage qu'il trouve trop rigides. Le film de Barnett est à l'image du gracieux équilibriste Fogel qui a suivi le réalisateur débutant dans l'aventure pour interpréter un employé de gare amoureux, rejeté et résigné.
Barnett crée une subtile comédie, profondément ancrée dans notre réalité socialiste. Exode rural, problèmes de logement, absence de travail, difficultés de la vie quotidienne. Le tableau est peu reluisant. Le film fait grincer les dents. Les journalistes proches du parti s'offusquent. Peut-on utiliser un matériau soviétique pour faire de simples films comiques? Les gags ridiculisent de façon révoltante notre réalité soviétique. Oui, c'est sûr. Si je faisais une comédie sur l'âge de pierre, cela prêterait moins à controverse. La comédie, c'est l'art du tireur d'élite. J'aspire à la vérité. Alors oui, mon film risque d'enfreindre les codes du savoir-vivre soviétique. Je crois que la principale valeur d'un film lui est donnée par la diversité et la complexité des caractères et des sentiments. C'est sur la base de cette simple profession de foi que les portes du studio d'État s'ouvrent à Abraham Rome pendant l'été 1925. Cet étudiant en neuropsychologie déboule de nulle part avec un projet intitulé « 3 dans un sous-sol ». Rome bouleverse les habitudes en se servant des détails les plus naturalistes. Pour la première fois, nous reconnaissons notre vie sur l'écran. Une chambre ordinaire, trop encombrée pour être confortable et qui nous rappelle la pénurie du logement. Un couple et son chat dans un lit douillet. Et sur le sofa, un ancien camarade de régiment. L'inévitable se produit. Le mari trouve sa femme transformée et c'est son tour de s'installer sur le sofa, laissant le lit conjugal à son ami. L'audace du film nous choque et nous libère, comme une bouffée d'ivresse dont la modernité effare. Fogel y déploie une interprétation d'un naturalisme ahurissant. Le film dévoile une société nouvelle, dont la femme occupe le centre. Il est raillé dans les campagnes, interdit à l'étranger. La femme s'aperçoit qu'elle est enceinte, elle pense se faire avorter, puis se ravise et se contente de laisser tomber ces deux hommes, seuls avec leurs popotes et leurs lessives. Mon film appartient aux hommes vivants. Son film appartient aux femmes, à nous qui trouvons peu à peu notre place au sein de la nouvelle société soviétique. Ça me secouait en tous sens. Les wagons hurlaient sur les rails des montagnes américaines de la Maison du Peuple. C'était ma distraction favorite. Dès que j'avais un moment de libre, j'y allais. Et je rêvais de créer des attractions scéniques qui secouraient tout autant les spectateurs.
Une idée germe dans l'esprit du jeune Eisenstein. Il est passé brièvement par l'atelier de Kuleshov. Il est devenu décorateur, puis metteur en scène de théâtre. Il a embauché Barnett pour donner des cours de boxe à ses acteurs. Il a réalisé un court-métrage qu'il projette pendant la représentation de sa pièce. Le spectacle doit être un montage de sensations, des attractions. Je l'ai choisi sans préoccupation de la logique pour soumettre le spectateur à des chocs émotionnels. Mayakovsky assiste à notre spectacle. Avec sa grande et grosse canne à manches courbes, il applaudit de ses mains énormes. Tout va très vite pour le jeune prodige de 25 ans. Volonté, persévérance, œil d'aigle. Dit de lui Kuleshov. Le studio d'État commande au petit génie un film pour commémorer les 20 ans de la Révolution de 1905. Le film se concentre sur la mutinerie du cuirassé Potemkin à Odessa, durement réprimée par le régime tsariste. Tissé, qui a tourné une comédie à Odessa plus tôt cette année-là, emmène Eisenstein sur les escaliers monumentaux. Je conçois la fusillade en un éclair. Dès que je vois le mouvement des escaliers. L'envol des marches crée une nouvelle spirale dramatique. La panique de la foule n'est que la matérialisation des sentiments que m'inspire ce contact. Malgré son peu de succès chez nous, Potemkin fait le tour du monde sous les vivas. Le film révolutionnaire est né. Émulation oblige, les images de révolte s'accumulent sur nos écrans et chacune d'elles devient un fait. Elles réécrivent l'histoire et présentent l'Union soviétique comme l'aboutissement de décennies de luttes ouvrières et sociales. Pour inscrire durablement cette filiation, nos cinéastes ignorent les frontières et n'hésitent pas à remonter le temps jusqu'à la Commune de Paris. Ils stylisent et mettent en scène ces univers qui leur sont étrangers en suivant le modèle tracé par Eisenstein. Après avoir mis en scène la grève et la mutinerie du Potemkin, le maestro Eisenstein est sollicité pour célébrer le 10e anniversaire de la Révolution de 1917. Soir après soir, 4 ou 5 000 ouvriers se portent volontaires pour participer à la ruée sur le palais d'hiver. Le gouvernement nous fournit armes, uniformes et soldats. L'État nous prête l'authentique croiseur Aurore et nous usons à discrétion des tanks et des canons. Le film est lyrique, fortement influencé par les spectacles de masse initiés par Mayakovsky une décennie plus tôt. Et en cette année du 10e anniversaire, Eisenstein n'est pas seul dans les rues de Leningrad. Pudovkin, l'ancien élève de Kuleshov, a voulu lui aussi tourner son film sur la Révolution. Je bombarde le palais d'hiver à partir du croiseur Aurore, alors qu'Eisenstein le bombarde de la forteresse Pierre et Paul. Cette nuit, j'ai fait s'écrouler une partie de la balustrade supérieure et je craignais des ennuis. Mais heureusement pour moi, Eisenstein a fait sauter les vitres de 200 appartements privés.
Le film d'Eisenstein construit la mythologie et l'imagerie de la révolution de février 1917. La statue d'Alexandre III tombant de son piédestal, le gouvernement provisoire s'emparant du pouvoir, les soldats fraternisant sur le front, Lénine rentrant d'exil et s'adressant au peuple, les insurgés bolcheviques se dirigeant vers le palais d'hiver, bientôt ralliés par les Cosaques, le gouvernement provisoire arrêté et les soviets prenant le pouvoir. La révolution d'octobre triomphe sur l'écran. Le film impose une série d'images définitives qui entrent dans nos livres d'histoire. La fiction efface la réalité, et cela, le poète Maïakovski ne peut pas l'admettre. Je proteste le plus fermement possible contre le portrait qu'on prétend donner de Lénine en usant de simulation. L'acteur ressemble non pas à Lénine, mais à une statue de Lénine. Nous sentons dans ces artifices un vide absolu qui en font un spectacle répugnant. Lénine est mort 3 ans plus tôt. En choisissant de le représenter, Eisenstein donne prise aux critiques. Son film, trop abstrait, paraît incompréhensible et il est obligé de l'amender. Pour la première fois, le pouvoir politique s'immisce directement dans le processus de création. La fiction est à la peine. En cette année troublée de commémoration, c'est le film documentaire du solitaire et marginal Dziga Vertov qui tire son épingle du jeu. Depuis 10 ans, le cinéaste fustige la fiction. La fiction et le film d'art agissent comme le cigare ou la cigarette sur le fumeur. Intoxiqué par la ciné-nicotine, le spectateur suce la substance de l'écran qui chatouille ses nerfs. Nous avons besoin d'hommes conscients, non d'une masse inconsciente, prête à céder à la première suggestion venue. À bas le voile parfumé des films faits de baisers, meurtres, colombes et tours de passe-passe. Depuis 10 ans, alors qu'il sillonnait le front avec sa caméra tout comme Tissé et Koulechov, Vertov réalise des ciné-objets, faits avec le matériau de la cinéchronique et espère dégriser le spectateur des suggestions magiques de la fiction avec son cinéma vérité, kino pravda, exalté et militant. Dziga Vertov, la toupie qui tourne en ukrainien, déchiffre le monde avec son ciné-œil. Il est le chroniqueur inlassable de la révolution en marche vers une nouvelle vie dans notre Union soviétique, dont il se plaît à décrire l'immensité et la diversité. Notre ciné-chronique concurrence hardiment les meilleurs films d'art. Et si l'auditoire préfère des drames avec baiser ou avec crime, cela ne signifie nullement que nos œuvres ne conviennent pas. Cela signifie que le public ne convient pas. En effet, n'en déplaise à Vertov, il faut croire que le public préfère effectivement s'adonner à la ciné-cigarette. Contrainte par les querelles politiques à s'éloigner de l'histoire, la fiction doit-elle se cantonner aux épopées naïves, à l'image du western américain ? C'est la conclusion prudente du vénérable Protazanov. Je sillonne le désert et les bords de la mer Caspienne pour choisir les décors et je dois trouver une remplaçante pour l'actrice principale. Mon assistant fait des bouts d'essai à Moscou avec une étudiante de l'école d'État. Il paraît qu'elle est très effrayée à l'idée de me rejoindre à Bakou.
Cette jeune actrice, c'est moi. Sur les bords de la Caspienne, Protazanov me dit que je suis la pierre angulaire du film. Il aime m'expliquer dans tous ses détails quelle prise on va réaliser et ce qui doit la précéder et la suivre dans le film achevé. Et même pourquoi il veut justement tourner cette scène à ce moment précis. Dans le film du vénérable Protazanov, je suis le meilleur tireur d'élite de l'armée rouge. Moi, une femme. 40 encoches sur mon fusil. Je n'ai jamais manqué ma cible. Et pour Protazanov, je manque la 41e. L'homme, un officier des gardes blancs, est juste blessé. Il est mon prisonnier. Je suis responsable de lui. Je le conduis au quartier général pour interrogatoire lorsqu'un orage déchaîne la mer d'Aral, nous laissant isolés sur une île. Dans une cabane de pêcheurs abandonnée, nous vivons une ardente idylle. Moi, la femme, je deviens le centre du monde, un monde nouveau d'une sensualité à couper le souffle. Mais lorsqu'un bateau ennemi approche du rivage, je redeviens guerrière sauvage et j'abats l'homme que j'aime. Staline a mis fin à la libéralisation économique. L'heure est à la collectivisation des terres et à la planification. La société avance à marche forcée vers le socialisme. Saboteur, fonctionnaire incapable, président de soviets corrompus, il est temps pour nous d'ouvrir les yeux et de supprimer l'ennemi de classe. Le cinéma n'échappe pas au mouvement. En mars 1928, se déroule la première conférence du parti sur les affaires cinématographiques. Nous serrons les dents. Sous le regard des politiques qui se gardent bien d'intervenir, les réalisateurs s'affrontent. Vous, les tenants de l'avant-garde, vous vous êtes coupés de la réalité. Eisenstein ne nous parle pas de la Révolution d'octobre, mais préfère de son propre aveu les associations d'idées et les jeux d'images personnelles que ces faits lui inspirent. Et le spectateur envoie son film au diable, parce que celui-ci se montre parfaitement intelligent, parfaitement distingué et parfaitement ennuyeux. La forme constitue un frein. Camarade, tu sembles dire que l'art, pour quelques-uns, est inutile. C'est faux. L'art n'est pas un art pour les masses dès sa naissance. Il le devient, comme le résultat d'une somme d'efforts. Si le prolétaire ne comprend pas, c'est simplement qu'il manque de culture. Il lui faut s'éduquer. Il est important que vous me compreniez. Je suis étonné par l'inculture de l'auditoire. Le congrès de la cinématographie révèle un rapport de force inédit. Une nouvelle lignée de réalisateurs est apparue. Ces nouveaux venus sont zélotes. Prolétaires issus de la Révolution, ils voient dans ces débats l'opportunité de se faire une place. Notre société a changé. Nous vivions sur un îlot que la tempête avait épargné. Ces réalisateurs sont le bras armé du parti et nous imposent les principes politiques déjà appliqués ailleurs. La conclusion est lapidaire. Pour faire un film qui entraîne les masses, il faut les connaître, ou mieux, en être issu. Irrité par cette ambiance délétère et ces procès d'intention, Eisenstein nous abandonne. Il part à l'étranger pour un voyage d'études en août 1929. Avec Tissé, son opérateur, et Alexandrov, son fidèle assistant, ils s'envolent pour Hollywood, où sont produits des films parlants depuis 2 ans déjà. Ils ne sont pas particulièrement intéressés par le cinéma sonore, mais ils ont envie de dévorer le monde et le cinéma. Ils ont 5 $ en poche, pas un sou de plus. En l'absence de l'enfant génial du cinéma soviétique, l'étau se resserre autour de nous. Un nouveau personnage arrive à la tête de la cinématographie soviétique, Boris Choumiatsky. Les compétences sur le sujet de ce nouvel administrateur bolchevique venu de Sibérie sont inexistantes. Comment peut-on donner à des gens qui ignorent tout de la question la responsabilité de choisir les scénarios? Pourquoi les administrateurs peuvent-ils trancher sur les questions artistiques?
Pourquoi les comptables peuvent-ils régenter les artistes? En l'absence d'Eisenstein, parti vers le sud, au Mexique, où il tourne un film sombre et violent pour un producteur américain, en l'absence de son ami Eisenstein, Maïakovsky se suicide. Mes amis, pardonnez-moi. Ce n'est pas la voie, je ne la recommande à personne. Mais il n'y a pas d'autre chemin possible pour moi. Comme on dit, l'incident est clos. N'accusez personne de ma mort. Le défunt a horreur des cancans. La voix de Stentor du poète disparaît. Elle nous manque. Tout comme nous manque le jeu sobre et les gestes précis de Vladimir Fogel, l'élégant acrobate de l'atelier Kouletchov, qui s'est ôté la vie, lui aussi, quelques mois plus tôt. En l'absence d'Eisenstein, enfant terrible et intouchable, Choumiatsky décide de mettre Kouletchov au pas. Je suis réalisateur depuis 1917 et je suis privé du droit de travailler comme réalisateur pour formalisme. Malgré mes erreurs en création, j'ai par le passé rendu des services, certes modestes, mais manifestes au cinéma soviétique. Je pense avoir le droit de solliciter un travail. Je veux me rendre utile à ma patrie, au parti, au peuple. Si le camarade Kouletchov estime que la décision est inadéquate, il doit la discuter avec force et conviction. Une franche discussion comme des bolcheviks, hardiment. Voilà la ligne logique s'il pense que la résolution porte atteinte aux droits du maître. Kouletchov arrache le droit de tourner son premier film parlant en proposant un film très peu cher, quelques décors à peine, peu de personnages. Son film brise les frontières entre le réel et le rêve. Les personnages y passent librement d'un monde à l'autre. La fiction console la réalité, mais visiblement pas notre triste réalité soviétique. Je viens de réaliser un mauvais film, ce qui est à l'origine dans notre studio de propos triomphants, radieux et frénétiques. Kouletchov a échoué. Nous faisons des films. Kouletchov a fait le cinéma. Lance Poudovkine, reléguant son ancien maître à l'état de précurseur mis à l'écart. Kouletchov abdique. Sa liberté créative et idéologique est mise à mal. Il ne réalisera plus que des films de commande. Eisenstein rentre à Moscou après 3 ans d'absence. Son tournage au Mexique s'est achevé de manière épouvantable. Il n'a pas trouvé le pays de cocagne de l'autre côté de l'Atlantique. Eisenstein sort du bureau de Choumiatsky. Je n'oublierai jamais son visage. Le directeur vient de lui déclarer qu'il n'est pas disposé à racheter au producteur américain le négatif de son film, et qu'il n'y aura jamais de film mexicain. Il n'y a pas de plus grande tragédie pour un artiste que l'assassinat, l'anéantissement du travail auquel il consacre sa vie. C'est impardonnable. Après avoir abattu Kouletchov, Choumiatsky s'attaque au maître Eisenstein. L'administrateur rejette tous ses projets et finit par lui proposer une histoire refusée par Barnett qui préfère, avec sagesse, se tenir hors des débats politiques. Le pré de Bégine est inspiré de faits réels. Un garçon de 13 ans
dénonce son père pour activité contre-révolutionnaire. Il est assassiné par son grand-père. Il devient le pionnier héros numéro 001 de l'Union soviétique. L'aspect mythologique de l'enfant sacrifié captive le réalisateur qui saute sur l'occasion. Le Pré de Bégine est un film à sujet. Le Pré de Bégine s'appuie sur des figures, des personnages issus de la réalité soviétique la plus brûlante. Loin du tournage, à Leningrad, le secrétaire du comité central, Sergueï Kirov, a été assassiné. Staline hurle à la conspiration. Il pointe du doigt les vieux bolcheviks. La terreur submerge toute la société soviétique. Elle dissout la fiction, la rend impensable. Les procès de Moscou et le laminage du film d'Eisenstein par Choumiatsky se déploient dans le même temps et le même espace. Tournage interrompu, accusations, autocritique, reprise du tournage, nouveau coup d'arrêt. Dénonciation de complots invraisemblables pour lesquels sont condamnés les uns après les autres les accusés des procès de Moscou, après avoir reconnu leurs crimes fictifs devant les caméras. Eisenstein pressent que son film sera interdit. Désespéré, il sauve une image de chaque plan. Camarades, nous avons procédé à l'analyse des rushs en ton absence et nous avons tiré une série de conclusions que nous te soumettons. Le traitement idéologique des personnages et des situations du scénario est fondé sur des réminiscences littéraires et religieuses. Le garçon semblable à un ange offert en sacrifice, son père avec sa barbe assimilable à Dieu. Rien de tout cela n'est conforme aux voies du réalisme socialiste. Effrayé, Eisenstein publie une autocritique intitulée « Les erreurs du Pré de Bégine », croyant mettre fin à l'affaire. J'ai clairement compris que mon film donne une idée fausse de la situation réelle de la collectivisation. Il faut montrer le pays, le peuple, le parti, le travail de Lénine. Réaliser ce que nous indique le parti et le gouvernement. Tu es un excellent rhétoricien, mais je te soupçonne d'hypocrisie. Ton autocritique me conduit à exercer une justice sommaire et violente. C'est un devoir du parti, le seul moyen d'aider le cinéma à la même reconstruction que l'ensemble des organisations soviétiques. Choumiatsky est déterminé à liquider la forte tête Eisenstein. Plusieurs de ses techniciens sont arrêtés. L'enjeu n'est plus le film, mais la vie même du cinéaste. En fin politique, Eisenstein écrit une lettre laudatrice au camarade Staline, dans laquelle il reconnaît ses erreurs et propose ses services pour mettre en valeur quelques héros soviétiques privilégiés. Staline soumet la décision au Politburo, qui vote de justesse l'absolution, sauvant la tête du cinéaste. La vie est devenue meilleure, la vie est devenue plus gaie, et ce joyeux rire soviétique, le cinéma doit l'offrir aux spectateurs. Mon prochain film sera une comédie musicale excentrique, et j'espère que le public se tordra vraiment les côtes. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre, indéniablement. Lancée par les joyeux garçons de Grigory Alexandrov, l'assistant et compagnon d'Eisenstein depuis les premiers jours. Kostya joue de la flûte, tant et si fort que tous les animaux alentour accourent et envahissent les maisons. Les joyeux garçons se déplacent en corbillard et jouent de leurs instruments avec une joie forcée qui tourne au jeu de massacre.
Ну, вот и разлетелись Карловать. « 10 ans d'utopie. Nous avons vécu 10 ans d'espoir et de liberté, portés par nos folles images. La réalité nous a rattrapés. Le système est cadenassé, inaugurant une nouvelle ère du cinéma soviétique, dominée par la censure. Epoca Malokartinia, l'époque du manque de films. Un jour, beaucoup plus tard, Eisenstein m'offre la brochure de son autocritique, Les erreurs du pré de Bégine. Sur la première page, il a dessiné la paume de sa main, dans laquelle la ligne du destin et la ligne de l'art sont interrompues en plusieurs endroits, accompagnées d'un laconique « Ha ha ».